Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Be Smart for Change pour une nouvelle émission de Safe, Parlons Risque, une émission consacrée aux enjeux du risk management, de l'assurance et de la responsabilité. Aujourd'hui, nous allons aborder un paradoxe préoccupant. Les technologies vertes censées sauver la planète sont devenues un casse-tête juridique et assurantiel. On parle des panneaux photovoltaïques défaillants, des éoliennes en panne, des batteries qui ne tiennent pas forcément leurs promesses. La transition énergétique se heurte à l'immaturité de certaines de ces technologies. Et les sinistres se multiplient. Résultat, les tribunaux croulent sous les contentieux, les assureurs deviennent de plus en plus frileux et la responsabilité se dilue entre fabricants, installateurs et bureaux d'études. Comment le droit s'adapte-t-il à ces innovations ? Qui paie la facture quand le vert vire au rouge ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Florian Andros. Bonjour Florian. Bonjour et merci de me recevoir. Vous êtes avocat fondateur du cabinet Andros Baum et docteur en droit sur le thème de la responsabilité du fait des produits défectueux en Europe. Exactement. Merci de votre présence ce jour. Je l'évoquais dans mon propos liminaire, on voit une multiplication des sinistres de cette nature-là sur les technologies dites vertes. De votre côté, quels sont les principaux contentieux que vous observez actuellement devant les tribunaux ? Nous suivons bien évidemment toujours l'actualité technologique et l'évolution technologique. Et aujourd'hui, nous avons énormément de sinistres concernant les batteries. On suit l'électromobilité. C'est dû au fait que, bien évidemment, ces technologies évoluent et se développent. Et le nombre de produits aussi sur le marché a augmenté de façon considérable. Donc, on a des batteries aujourd'hui partout. On les a dans les aspirateurs, on les a dans les scooters électriques, dans les vélos électriques, dans les voitures électriques, dans les téléphones. Ils sont strictement partout et ils génèrent un risque qui n'est pas toujours maîtrisé. Donc, on parle de ce développement accéléré des énergies renouvelables et donc de la multiplication des sinistres. Une question qui se pose lorsque l'on parle de responsabilité et donc de contentieux, c'est comment cette responsabilité se dilue, se répartit entre les différents acteurs de la chaîne. Vous évoquez le phénomène de multiplication des différentes énergies. Tout n'est pas en France. Donc les responsabilités sont ailleurs, sur l'ensemble de la chaîne de production. Comment ça se répartit ? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, de façon classique, la responsabilité pèse sur le fabricant aussi du composant défectueux. Le problème, c'est que le demandeur doit toujours prouver le défaut du composant qui a généré un sinistre. Donc à partir du moment où on a des produits assez complexes dans lesquels on intègre des batteries, mais le demandeur doit toujours prouver le défaut du composant de la batterie au moment de la mise sur le marché ou au moment de la vente. Ce qui est très souvent complexe et compliqué pour lui, puisque les incendies de batterie développent des températures et des dommages qui permettent très souvent plus à analyser quoi que ce soit dans le magma qui reste après un incendie violent. Les incendies de batterie développent des batteries et des températures qui sont très élevées, 1600 degrés. Ça se mélange après avec les débris, les dalles, par exemple, des immeubles ou des centres logistiques. Ça se mélange avec les dalles ou les structures béton, des sous-sols, des parkings, etc. Donc, il est presque impossible de déterminer le défaut de la batterie qui a généré le sinistre. Y compris pour certains sapiteurs d'incendie. Donc, je parle là, effectivement, d'expertise d'assurance, où aujourd'hui, sur ce cas bien concret, il est quand même difficile de déterminer la cause de l'ignition. Mais on a des laboratoires très spécialisés qui font du bon travail, et après, on peut reconstituer parfois le sinistre, reconstituer le défaut, mais la batterie concrète, qui a généré le sinistre, elle est tellement détruite qu'elle ne permet plus des analyses. Je voudrais réélargir la focale avec vous, Florian, pour savoir effectivement comment, eu égard de cette multiplication de contentieux, là on prend l'exemple des batteries, mais on peut élargir aussi aux éoliennes, aux panneaux photovoltaïques, comment le droit de la responsabilité du fait des produits défectueux s'adapte-t-il ou peine-t-il à s'adapter à ces technologies matures ? On voit des évolutions réglementaires fondamentales, comme la nouvelle directive sur la responsabilité du fait des produits. Quelle est, selon vous, la ligne de défense la plus crédible, eu égard de cette évolution du droit ? Mais ça dépend toujours de quel côté de la barre on se trouve. Si on est en défense pour le fabricant des batteries, on est très content qu'il reste la charge de la preuve classique qui prévoit que c'est le demandeur qui doit prouver le défaut du produit au moment de la vente ou de la mise sur le marché. Donc néanmoins, la jurisprudence évolue. Pour l'instant, elle reste figée sur les classiques parce que, en même temps, c'est le législateur qui doit changer. La loi, c'est pas forcément la jurisprudence. Il y a les présomptions concordantes qui peuvent aussi permettre à un tribunal de conclure un défaut de la batterie ou un défaut de l'équipement en cause à partir du moment où ça existe, ces présomptions concordantes.
Mais il y a une nouvelle directive européenne, justement, qui a été adoptée par le Parlement, qui est censée être transposée dans les différents pays, dont en France en décembre 2026, l'année prochaine. Sauf que le législateur français, actuellement, il a d'autres priorités, mais il y a des projets de loi qui sortent déjà dans les différents pays de l'Union. Et cette directive va contribuer à inverser un peu la charge de la preuve, dans la mesure où le magistrat peut imposer à un fabricant de communiquer des données issues de sa fabrication, de son système de contrôle qualité, et à partir du moment où le fabricant ne communique pas ces éléments, le magistrat peut en tirer des conséquences ou considérer qu'à partir du moment où il n'y a pas de données qui sont communiquées sur le contrôle qualité permanente de l'entreprise, que le produit est présumé défectueux. Donc ça, c'est quelque chose qui va sortir. Je pense qu'il y a peut-être une application directe de la directive par les tribunaux français à partir du moment où la France n'aura pas transposé à temps ce texte, mais il reste encore un peu de temps. Il y a cette notion de défaut que je trouve intéressante, qui devient particulièrement complexe. Par nature, ces technologies sont un petit peu expérimentales. Est-ce qu'on peut parler de défaut, donc vraiment je mets des gros guillemets sur le terme de défaut, lorsque les performances annoncées ne sont pas au rendez-vous? Ben ça, c'est le grand débat. En fait, l'ancienne directive prévoit l'exonération possible pour le fabricant en cas de risque de développement. À partir du moment où, effectivement, le produit était conforme à l'état de l'art et à la technique, à l'état de la technique au moment de la mise en circulation, il pouvait s'exonérer pour dire que je ne pouvais pas faire mieux à l'époque. Le droit français n'a jamais considéré cette cause exonératoire parce qu'on avait en parallèle en droit français la garantie des vices cachés et la garantie des vices cachés était finalement presque plus sévère que la directive, la RC produit, puisque en droit français, le vendeur, mais avec la chaîne contractuelle, après aussi le fabricant, garantissait contre tout défaut du produit, même le défaut indécelable. Donc en fait, finalement, la garantie des vices cachés allait plus loin que la directive RC produit français. Donc, je m'attarde sur ce point. Vous évoquez la clause risque de développement, qui effectivement permettait une exonération par la loi, mais à risque de me tromper, délicate à faire valoir dans le contexte actuel, donc un contexte de transition énergétique, et surtout des promesses aussi attractives, très engageantes en fait, pour passer du côté des énergies vertes. Oui, mais après, quelle est la bonne réponse? Est-ce que, a priori, la raison du risque la cause exonératoire du risque de développement, c'était pour favoriser toujours l'innovation. Parce qu'en fait, pour ne pas angoisser le fabricant industriel, d'innover et de développer un nouveau produit avec les meilleures connaissances possibles, parce qu'il ne pouvait pas justement tout prévoir. Donc c'était ça la raison de cette cause exonératoire aujourd'hui. Mais on évolue techniquement. Donc par exemple, les Chinois, ils ont adopté en avril 2025 une nouvelle norme technique industrielle s'appliquant aux batteries qui va interdire, ou qui va imposer aux fabricants de batteries de les concevoir de façon telle que même en cas d'emballement technique ou d'anomalie interne de la batterie, aucun incendie ne se traduise vers l'extérieur ou qu'elle n'explose pas. Donc c'est très contraignant. Parfois, les fabricants européens me disent « Mais comment c'est possible? Comment on peut faire ?» Il n'empêche que, pour l'instant c'est déclaratoire, que le plus grand fabricant de batteries au monde, qui est une société chinoise, se déclare déjà en conformité avec cette norme. Donc elle va être contraignante en Chine en 2026. Ça veut dire aussi que les Européens qui veulent vendre des produits en Chine à partir de l'année prochaine, qui intègrent des batteries, mais ils doivent être conformes à cette nouvelle norme, ou bien acheter des batteries chinoises qui sont conformes à la norme. Et c'est un sujet qui est particulièrement intéressant, qu'on évoquait un petit peu ensemble, mais je vous propose peut-être de rentrer dans le détail. Vous évoquez tout à l'heure justement les difficultés rencontrées par l'expertise technique et judiciaire dans le cadre de ces dossiers ENR. Aujourd'hui, comment les juridictions parviennent à établir le lien de causalité entre la complexité technique que vous évoquez et la mondialisation des chaînes de production? Vous prenez l'exemple chinois. Aujourd'hui, ce lien de causalité est difficile quand même à déterminer. À partir du moment où on a de la matière, ça veut dire qu'on a un échantillon qu'on peut analyser pour déterminer s'il est défectueux, on peut déterminer si la cellule, et les cellules aujourd'hui sont presque exclusivement fabriquées en Chine. Même pour les fabricants européens de batteries, ils vont utiliser des cellules chinoises.
À partir du moment où on a de la matière, on a des cellules à analyser, on peut retracer, en fait, tout simplement, vers le fabricant et donc engager sa responsabilité. Il y a une évolution aussi. Il y a à peu près 20 ans, je pense que les fabricants chinois venaient, quand ils s'étaient impliqués dans une procédure française, ils commençaient à se défendre. Après, il y avait une sorte d'évolution inverse, aussi extrêmement favorisée par le Covid, où après, à partir du moment où vous avez essayé de chercher à engager la responsabilité d'un fabricant ou de fournisseur chinois, mais c'était c'était lettre morte, en fait, il n'y avait aucune réaction. Et aujourd'hui, comme ils sont tellement partout, et ils ont aussi aujourd'hui un nom à défendre, ils recommencent à venir pour se défendre et argumenter et prendre des avocats et des experts dans le cadre des expertises judiciaires françaises. D'accord, donc c'est le cas aujourd'hui. Peut-être un petit pas de côté pour conclure ensemble, cher Florian, sur les tendances que l'on peut observer aussi en matière de jurisprudence concernant les ENR. On voit, je l'évoquais tout à l'heure, qu'on est sur des technologies qui sont assez immatures, avec des risques de développement. Quel est l'état de la jurisprudence aujourd'hui ? Mais la jurisprudence est restée finalement assez classique. En fait, elle a toujours exigé la preuve de défaut, du dommage et du lien causal. Donc, a priori, on peut être aussi content, parce qu'en fait, c'est pas en fonction de l'évolution technique que la jurisprudence doit forcément changer profondément. Donc, on avait, dans le photovoltaïque, il y avait les grandes sérielles, en fait, les grands sinistres sériels qui se terminent à peu près aujourd'hui, parce que au tout début, ce qu'on n'avait pas forcément prévu, en fait, dans le photovoltaïque, c'est que en fait, il y avait des contraintes thermiques, des contraintes qui n'ont pas suffisamment été prises en compte par les fabricants et par les installateurs. D'ailleurs, il y avait souvent des installateurs pas très formés qui pensaient que c'était très simple, juste en fait, de connecter vite fait, en fait, les choses qui avaient les câbles, les modules, en fait, qui étaient prévus à cet effet. Et on avait sous-estimé les risques liés au cyclage thermique, aux variations de température. En fait, ça travaille longtemps, et à partir du moment où ça travaille longtemps, parfois, les contacts électriques se dégradent, et un contact électrique dégradé génère un risque d'incendie. Bien sûr. Donc, en fait, ça a brûlé de partout. Après, les fabricants, en fait, ont aussi modifié, en fait, leurs produits, ont tenu compte de ces contraintes techniques qui n'avaient pas été suffisamment prises en compte, et aussi les installateurs ont changé. Je pense qu'il y a énormément d'installateurs, de petits installateurs qui ont très vite déposé le bilan, avec des actions directes après contre certains assureurs qui étaient très présents pour assurer ces petits installateurs. Aujourd'hui, il y a des derniers très grands sinistres sériels qui font l'objet d'une transaction pour en terminer un peu. Aujourd'hui, on est plutôt revenu dans le photovoltaïque, à mon avis, dans la normalité, c'est-à-dire on a un cas exceptionnel parce que ça a été mal installé, parce que c'est toujours multifacteur, et on revient à la normalité, et les anciens sériels majeurs se terminent. Je pense que là, en fait, et la jurisprudence a juste tenu bon dans l'application de ces principes. C'est-à-dire... Et en quelques mots, on évoquait justement la nouvelle directive de responsabilité du fait des produits. Est-ce que vous anticipez d'autres évolutions législatives ou réglementaires sur les ENR ? Mais c'est déjà très, très, très important comme nouvelle directive, parce qu'elle va intégrer aussi une responsabilité du fait des produits connectés. Et aujourd'hui, tout ce qui est produit fait de verre est par définition connecté. Par exemple, vous avez une installation photovoltaïque sur le toit, mais elle est surveillée à distance, vous pouvez vous-même regarder sur votre téléphone la consommation ou la production énergétique. Donc il y a aussi des mises à jour à distance qui sont possibles, et donc là... Des mises à jour qu'on va suivre effectivement. Qu'on va suivre et qui vont pouvoir aussi générer de nouveaux risques, y compris dans les batteries aussi, des maisons autonomes. Vous avez des batteries qui sont aussi surveillées à distance, et le système de PMS, donc Battery Management System, va être aussi mis à jour à distance et éventuellement générer de nouveaux risques ou permettre à les gérer autrement. Merci beaucoup Florian pour cet échange particulièrement utile, qui ne manquera pas de nourrir la cartographie des risques pour les risques managers et la stratégie de défense juridique sur le sujet des ENR. Merci à toutes et tous, vous restez avec nous sur Be Smart for Change.